Amis téléspectateurs, bonjour. Voilà, nous sommes à Malabo, devant, bien sûr, la chaîne nationale de télévision de l'Équato-Guinée. Alors, on vient de terminer les sommets qui parleraient sur la sécurité alimentaire. Parlant de la sécurité alimentaire, il faut sécuriser les pays, il faut sécuriser les institutions, il faut mettre en place une politique agraire ambitieuse, et ces politiques-là, ça a été débattu. Monsieur Luc Michel est avec nous, il a fait des interventions dans cette télévision nationale, c'est des interventions d'une grande pertinence. Il va nous donner un peu son impression par rapport à ces sommets, disons dans l'ensemble par rapport à ce sommet. Monsieur Luc, bonjour. Bonjour. Vous venez de Bruxelles, bonjour, vous venez de Bruxelles, et là, donc, les sommets se terminent. Quelle impression avez-vous par rapport à ces sommets? Mais mon impression, tout d'abord, ça celle d'un panafricaniste. Je ne suis pas un Européen qui vient ici avoir un regard extérieur. J'ai combattu 25 ans avec le colonel Kadhafi et je considère que ce combat est le mien. Et beaucoup d'Africains me considèrent aussi comme un des leurs. Le problème de ce sommet, c'est assez simple. Je pense, vous savez que moi je fais souvent un parallèle entre le pan-européisme et le panafricanisme, entre le mouvement d'unification de l'Union européenne et le mouvement d'unification de l'Union africaine que précisément le colonel Kadhafi avait conçu sur le modèle européen. On a réussi beaucoup de choses en Europe. On a notamment réussi le problème de cette harmonisation des agricultures, qu'on appelle la politique agricole commune. On a réussi une harmonisation industrielle. On a même réussi au niveau d'une série d'États une monnaie unique qui est l'euro. Et puis le processus s'est enlisé. Moi je suis un de ceux qui disent que l'Union européenne c'est un échec annoncé. Je pense qu'il faut retirer les leçons de cet échec pour le processus d'unification panafricaine. La sécurité alimentaire, elle peut exister dans des pays qui sont en paix. L'Afrique actuellement, c'est le continent qui a le plus de guerres, qui a le plus d'insurrections, qui a le plus de mouvements de terrorisme et de déstabilisation. On va quand même donner quelques exemples. Au cours des 3 dernières années, on a vu la destruction de la Jamaïria libyenne précisément, qui est un État en voie de somalisation. On a vu l'éclatement d'une série d'États. La Somalie maintenant qui représente 5 entités étatiques réelles ou de facto. On a vu la crise en Centrafrique, la crise au Mali. Maintenant, s'annonce avec Boko Haram une crise au Niger. S'annonce aussi une crise au Cameroun. Il y a 35 bases de l'Africom américaine en Afrique. Et ça ne s'arrête pas là. Comptez les informations militaires étrangères. Pas seulement celles de l'ONU, celles de la France directement. Il y a aussi des troupes de l'Union européenne qui se trouvent en Afrique. Comment, dans ce contexte, développer harmonieusement une économie, faire émerger un continent autosuffisant? Le développement économique, il est lié étroitement à la paix. Sauf aux États-Unis, parce que l'isolement des États-Unis fait que chaque crise et chaque guerre relance l'économie américaine, qui vit un peu en parasite ou en vampire de l'économie mondiale. Mais ailleurs, pas. Les 2 guerres mondiales ont détruit l'économie européenne. Dans tous les pays où ça se passe mal, l'économie périclite. Moi, je pense donc que vouloir créer cette autosuffisance alimentaire, etc., même si elle correspond à un besoin profond et réel de l'Afrique, je pense que c'est mettre la charrue avant les bœufs. Pour moi, le point de départ, il est ailleurs. Il est d'une part, et c'était des projets du colonel Kadhafi, il est dans une force d'interposition panafricaine, il est avec des moyens de projection, c'est-à-dire la capacité d'envoyer des troupes en quelques jours à des milliers de kilomètres, ça veut dire des gros porteurs, ça veut dire... Mais l'Afrique a les moyens financiers et humains de ça. Et alors, la deuxième chose, c'est la régulation monétaire. On est ici dans un petit pays, la Guinée équatoriale, qui est inclus dans la zone du franc CFA,
Et qu'est-ce que c'est le franc CFA? C'est la monnaie de la colonisation. C'est encore pire, c'est qu'actuellement, les monnaies sont contrôlées de Paris, garanties par Paris, à Paris, où le franc n'existe plus, puisque l'Europe, elle, est régulée, dans le cadre de la zone euro, par la Banque européenne qui se trouve à Berlin. Je pense donc que l'indépendance monétaire, qui est le point de départ d'une unification, elle doit commencer par ça. On a un grand exemple historique qui malheureusement est oublié parce que la mémoire des peuples de plus en plus s'exprime en phase courte, au mieux une décennie. C'est le processus qui a conduit à l'unification allemande au XIXe siècle. Comment a-t-il été mené? Il a été mené par une union douanière et monétaire qu'on appelait le Zollverein et qui a précédé de presque 30 ans la naissance de l'Empire allemand lors de la guerre franco-prussienne de 1870. Et derrière ça, il y a un grand théoricien qui, lui, est encore plus oublié. Il s'appelle Friedrich List. C'est le créateur du nationalisme économique. Que dit Friedrich List? C'est que l'indépendance passe par de grands espaces fermés, autarciques, et deuxièmement, que la gestion, le contrôle de la monnaie est le point de départ de tout processus, non seulement d'unification, mais de souveraineté. Ce que l'Afrique a besoin, c'est d'être libre et souveraine. Voilà, la souveraineté de l'Afrique, c'est que j'ai bien compris, votre souci, ça commencerait par la mise en place d'une force d'interposition africaine et voir la politique monétaire après, et c'est à partir de là, on aura l'impulsion pour mettre en place cette politique agraire qui va nous ramener vers les 50 ans votés ici au Congrès, au sommet, 23e sommet de l'Union africaine. Pour vous, dans l'ensemble, par rapport à ces résolutions, voire prévoir 50 ans pour nourrir les Africains, les Africains vont mourir maintenant. C'est-à-dire que l'urgence alimentaire, c'est aussi un objectif qui me semble moins à court terme. C'est-à-dire les 5 ou 10 prochaines années, qui ne se mettra en place, comme je viens de le dire, que si d'autres choses se mettent en place. Mais dire l'autosuffisance alimentaire, comme j'ai vu en 2063 par exemple, c'est loin. Surtout en Afrique où la population se développe encore à un rythme très rapide, où une génération représente 15 à 18 ans. Donc, est-ce qu'on peut concevoir qu'encore 2 ou 3 générations d'Africains n'aient pas cette autonomie alimentaire? Le grand problème de l'agriculture africaine, c'est qu'elle a raté ce qu'on appelle la révolution verte. Cette révolution verte, elle a été réussie en Europe occidentale, elle a été réussie en Europe de l'Est, l'ancienne Union soviétique, elle a été réussie aux États-Unis, elle est en partie réussie en Asie, mais elle ne l'est pas ici. On est encore avec des modes de production souvent archaïques. L'agriculture verte nécessite des grands moyens, nécessite des moyens de plus grandes entreprises, des moyens modernes, et ça nécessite, et on revient au problème du contrôle, ça nécessite une planification. L'agriculture, c'est aussi l'indépendance de l'Afrique par rapport aux multinationales de l'agroalimentaire. Et on sait que les grands groupes comme Nestlé, les grands groupes comme le groupe russo-ukrainien Rochen, etc., on sait qu'ils font la loi en Afrique. Ils manipulent les marchés, ils manipulent les productions. On joue sur des cours artificiels. Certaines matières premières n'ont quasiment pas bougé de prix en plusieurs décennies. On a un cas tragique, c'est la guerre du cacao. La guerre du cacao qui a ensanglanté la Côte d'Ivoire depuis 15 ans et qui explique d'ailleurs en grande partie la déstabilisation du pays et la chute du président Gbagbo. La guerre de cacao, qu'est-ce que c'est ? Les multinationales, dans leur rapacité financière, ont fait du cacao, qui est une matière alimentaire, une matière stratégique. Le cacao est nécessaire à toute l'industrie agroalimentaire occidentale, où on est grand producteur notamment de chocolat et de confiserie. On a donc fait une matière stratégique qui est cotée en bourse, et pour lequel on est prêt à renverser des gouvernements.
on a des personnages, et la guerre du cacao, elle est revenue dans l'actualité avec le nouveau président ukrainien, qui est une marionnette, un fantoche des Américains. C'est le fameux baron du chocolat Poroshenko. Et quand les Européens ou les Russes voient baron du chocolat, on pense un peu au film pour enfants La chocolaterie. C'est sympathique, c'est gentil. Non, qu'est-ce que Poroshenko a fait? C'est un de ceux, avec son groupe Rochen, qui a fait la guerre du cacao. La guerre du cacao, qu'est-ce que ça a été? C'est l'utilisation de mercenaires, c'est des régions qu'on a mis en insurrection, c'est des tentatives de sécession de provinces, c'est la manipulation de mouvements terroristes, et c'est, on en a parlé beaucoup pendant les débats sur cette télévision, c'est par exemple le groupe Bolloré qui prend le contrôle des ports de Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'arrière-plan de la guerre du cacao. Donc on est face à un deuxième défi. Bon, moi je n'ai pas entendu parler de ça dans les débats malheureusement. On a un peu l'impression ici que c'était un sommet de consensus où on a évité les sujets qui fâchent, mais où il y avait deux agendas. Il y a visiblement l'agenda du président guinéen-équatorien, Teodoro Obiang Nemangbasso, qui s'affirme depuis un an comme le nouveau Kadhafi. C'est l'homme qui relance le panafricanisme, qui veut une Afrique libre et digne. Et on a toujours autour de lui des chefs d'État qui freinent des cas de fer, qui ne veulent pas perdre leur puissance, qui ne veulent pas perdre leur autonomie, et certains dont le projet est tout à fait à l'opposé de ce que doit être une Afrique libre, c'est-à-dire que l'Afrique ne serait qu'un grand marché africain qui serait inclus dans la globalisation mondiale à contrôle américain. Voilà, alors nous allons partir vers Malabo. Nous sommes à Malabo, une presqu'île si on peut dire ainsi, et nous avons le continent de l'autre côté, il pleut, nous avons la pluie là, c'est une cuvette où on peut amener une politique agraire importante. Quels sont les outils ici qu'on peut utiliser pour rendre cette population autosuffisante? Mais l'Afrique a une chance. Il y a une fois, je ne sais plus quel colonisateur avait dit qu'en Afrique, on jetait des graines et que tout poussait. C'est vrai, il suffit de voir les forêts qui sont ici, elles sont luxuriantes. Ce qui aurait besoin, c'est une canalisation de l'irrigation, parce que c'est la clé de l'agriculture, un choix de cultures multiples. Qu'est-ce que c'est l'agriculture verte aussi? C'est la rotation des sols et des cultures. L'agriculture verte moderne, il n'y a pas de monoculture. Le drame de l'Afrique, c'est que beaucoup de pays restent à monoculture, ce qui permet d'ailleurs la puissance des multinationales, etc. Parce que on manipule. Il y a eu le fameux cas des producteurs d'arachide qui servent à l'huile d'arachide. Les producteurs occidentaux, à un moment donné, ont dit nous n'en voulons plus. On a pris le prétexte que ce serait cancérigène et il s'agissait en fait de briser les cours. Les Chinois sont venus acheter. Les Chinois sont, par exemple, grands demandeurs. Une agriculture verte africaine, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ce n'est pas seulement une Afrique autosuffisante, c'est une Afrique qui exporte, mais qui exporte des produits agricoles finis, notamment vers le grand marché chinois. La Chine, c'est un immense marché qui n'arrive pas à être autosuffisant. Donc, il faut comprendre quelque chose. Il ne faut pas non plus se tromper de dimension. Je ne le citerai pas par charité, mais il y a un expert, il s'appelle comme ça, africain, qui dernièrement a fait une étude sur l'agriculture et il expliquait que dans 20 ans, l'Europe allait avoir besoin de l'Afrique pour manger. Il prenait des exemples absurdes par absence de connaissances visiblement de la statistique, de la mathématique statistique. Il disait par exemple que la Belgique était à 96% couverte de villes. Et en fait, c'est les Belges qui vivent à 96% dans les villes. La Belgique est un très grand exportateur de matières agricoles. Presque toute la Belgique, ce sont des champs à l'infini. Mais on doit savoir que tout ça, et j'en viens à l'agriculture verte moderne, tout ça est produit par moins de 2% de la population. C'est fini. L'Afrique doit se tourner aussi vers ça. L'agriculture va employer de moins en moins de bras. Ce qui dégage d'ailleurs des gens pour une industrialisation. Ça s'est passé comme ça partout. Donc le premier problème, il est simple. Ne comptez pas sur l'Europe. N'écoutez pas. L'Europe n'a pas besoin de l'Afrique alimentairement. Elle en a besoin pour les matières premières. L'uranium, par exemple, arrive au Niger. Mais ça, c'est un autre domaine. Mais qui a besoin, c'est le marché asiatique et chinois. Ça, c'est la première chose. Mais il faut organiser. Il faut un plan avec un développement de multiculture
et avec une rotation de sa culture. L'agriculture verte moderne, qu'est-ce que c'est? Sur la même année ou sur plusieurs années, on fait pousser différentes plantes, différentes graines, différentes espèces. C'est ça qu'il faut. Le reste, on est heureusement pour l'Afrique. Mais je vais vous dire, je suis parfois très pessimiste au niveau de l'Afrique, mais je ne le suis pas pour l'objectif de l'agriculture. Tout simplement parce que c'est un continent fabuleux, c'est un continent qui n'est pas encore détruit par la pollution, qui a de l'eau en abondance, qui a de très grands fleuves, qui a d'immenses terres non encore utilisées. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. En Europe, on est arrivé au bout des terres cultivables. On les a exploitées. Donc, la première chose, c'est un plan de développement, je dirais, non pas de l'agriculture, mais industrio-agricole. Voilà, donc nous sommes ici à Malabo, le 28 juin 2014. Nous partons, nous retournons vers Paris d'ici 2-3 jours. Quel est le message lancerez-vous à ces 50 chefs d'État qui sont venus participer à ces sommets, 23e sommet de l'Union africaine pour terminer? Mais moi, le message, il va être double, il est très loin de l'agriculture. Le message, il va être simple. Réglez vos problèmes, et à commencer par le problème de sécurité, ou cela va encore être pendant des décennies que les Occidentaux vont venir les régler pour vous. Chaque fois que vous ne réglez pas une crise, vous ouvrez la porte à l'intervention occidentale. La seconde chose, et écoutez le sage de l'Afrique qui est le président Teodoro Obiang Nguema de Guinée équatoriale, parce que lui indique le chemin. Il indique le chemin d'une façon très claire. Il faut un panafricanisme lucide, mais un panafricanisme intégral. Comme le défendait Kadhafi, comme le défendait Nasser à un moment donné, comme le défend maintenant Obiang Nguema. C'est-à-dire une vision d'une Afrique, comme il l'a dit lui-même, une Afrique debout. Une Afrique digne, une Afrique libre. Si vous ne faites pas ça, vous pourrez continuer à jouer comme vous le faites, d'un pays à l'autre. Vous pourrez même jouer intelligemment, comme vous pensez le faire, sur les rivalités d'occidentaux, etc., alors qu'ils forment en fait un bloc. Mais en finalité, l'Afrique ne sortira jamais parce qu'elle n'est pas sortie de la colonisation. Merci. Merci. L'Afrique n'est pas sortie de la colonisation. Il y a la colonisation économique qui se met en marche. On le sait aujourd'hui, le taux de croissance en Afrique tourne aux alentours de 5,6%. Le taux de croissance en Europe varie entre 2,5 et 3%. Donc on peut comprendre par rapport à cela que l'Afrique est bien sûr attire des prédateurs, attire aussi également des velléités. Quelles sont ces velléités? Ces velléités sont que voilà, l'Afrique va être peut-être caporalisée par des multinationales, des sociétés étrangères qui veulent faire du profit. Merci à vous, Luc Michel. Vous êtes ici à Malabo et je vous souhaite un bon retour à Bruxelles. C'est moi qui vous remercie et un grand bonjour aux lecteurs et aux téléspectateurs d'Afrique Rédaction. Merci à vous. Merci.